Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans votre grand dossier. Poutine veut-il influencer la présidentielle française? Le candidat Gabriel Attal a été visé par une opération de désinformation russe, comme Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann avant lui. Les opérations d'ingérence russe commencent à monter en puissance. De son côté, l'Allemagne alerte sur la menace croissante des attaques hybrides après la découverte d'un drone explosif dans un aéroport près d'un avion ukrainien. C'était hier. Et puis on verra que les Russes redoublent également d'efforts sur le terrain. 2027, Poutine veut-il manipuler les Français? C'est votre grand dossier ce soir. De déstabilisation qui vont se multiplier tout au long de la campagne. On parle beaucoup par ailleurs de l'ingérence contre les candidats et j'en suis victime aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura aussi de l'ingérence pour les candidats. Je l'ai vu à l'époque où j'étais Premier ministre pendant la campagne des européennes. Il y avait eu une ingérence déjà du Kremlin contre certains candidats, mais aussi en faveur de certains candidats, notamment le Rassemblement national, que vous avez en l'occurrence une puissance étrangère, en l'occurrence ici la Russie, qui veut voler l'élection aux Français en les empêchant de faire un choix démocratique et éclairé. Et avec moi ce soir, toujours le colonel Per de Jong, merci de nous accompagner. À vos côtés, Christine Dugouin-Clément, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en géopolitique pour la chaire Normes et Risques à l'IAE Paris-Sorbonne Business School et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos. Guillaume Bier du service police-justice TF1 LCI est avec nous. Bonsoir Guillaume. Julie Calderon du service politique. Bonsoir Julie. À vos côtés, Vincent Hugeux, grand reporter à essayiste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Hélène Bonnet est toujours là. On va commencer par les faits avec vous, Thomas Schnell. D'abord, que sait-on de cette opération d'ingérence russe qui a visé le candidat à la présidentielle, Gabriel Attal? Eh bien, cela signifie que les services de renseignement russes ont commencé leur travail de sape. Fin juillet, tout d'abord, c'est une publication générée par l'intelligence artificielle qui affirme qu'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, serait atteint de démence. Dans une publication fausse, bien évidemment, elle reprend tous les codes d'une chaîne d'information en continu pour crédibiliser les propos. Et c'est très vite démenti par les équipes de campagne d'Édouard Philippe. Mais l'opération de déstabilisation a déjà été partagée par des proxys, des relais pro-russes. Et rapidement, plusieurs millions d'internautes ont déjà vu passer la publication. Ensuite, c'est l'eurodéputé Raphaël Glucksmann qui, lui, a été victime d'un deepfake, un hypertrucage en bon français, une vidéo détournée par l'intelligence artificielle de manière, on va le voir, plus ou moins réaliste, pour faire dire à la victime des choses qu'elle n'a jamais prononcées. En l'occurrence, ont été visés le journaliste cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel, et la compagne de Raphaël Glucksmann, Léa Salamé. Ils étaient accusés de corruption dans une publication qui, elle, reprenait les codes du média indépendant Blast. Regardez. Plusieurs rédactions ont porté des accusations contre la célèbre journaliste Léa Salamé, qui est également l'épouse de Raphaël Glucksmann. Elle est accusée d'avoir tenté de soudoyer les médias en échange de la publication d'articles visant à donner une image positive de son mari. J'ai récemment reçu un courrier de Madame Léa Salamé. Dans ce message, elle m'a demandé d'organiser une couverture médiatique sur Mediapart favorable à son mari Raphaël Glucksmann. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Bon, pour la crédibilité de la voix d'Edoui Plenel, on repassera, mais l'opération est bien menée par un groupe proche du Kremlin. Le groupe Storm, qui serait directement piloté par les services de renseignement russes, selon Raphaël Glucksmann. Il vise à créer le chaos dans la société française et à jeter le discrédit sur des personnalités qui s'opposent à l'impérialisme russe, accuse l'eurodéputé Place Publique. Il s'agit de déstabiliser la France au moment d'une élection présidentielle cruciale. Et puis donc, la dernière victime en date de ces ingérences, c'est le chef de file du parti Renaissance, Gabriel Attal, frappé par une opération de manipulation menée cette fois par le réseau pro-russe Matrioshka. Vous reconnaissez sans doute les unes de ces journaux nationaux français. Le Parisien aujourd'hui en France, qui expliquerait que Gabriel Attal aurait des liens avec les trafiquants de drogue. Il y a également la Tribune Dimanche qui a été détournée, ou encore le journal Ouest France qui ont été manipulés par l'intelligence artificielle, ça et là, accusant que Gabriel Attal présenterait des symptômes de la maladie de Parkinson. Il a été d'ailleurs le candidat informé par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, information confirmée par Viginium, service chargé de lutter contre les ingérences numériques.
On le voit bien, voilà, la campagne présidentielle de 2027 va être marquée par ces ingérences massives que Vladimir Poutine semble bien téléguider. Est-ce que cela aura des conséquences sur le choix des Français dans l'isoloir ? Cela reste à voir. Merci beaucoup Thomas. Christine Dugoin-Clément, quel est l'objectif d'abord de ces opérations de désinformation russe ? L'objectif, il va être multiple. Alors, ce ne sont pas les premières et on a eu quand même plus que des tours de chauffe préalablement, puisque je vous rappellerai que dès 2017, il y avait eu des ingérences. Il y avait l'Union européenne d'ailleurs qui avait mis en alerte en 2017. Donc, on était avant l'invasion massive de l'Ukraine, donc avant que les intérêts géopolitiques de la Russie ne montent encore en puissance et que, évidemment, toute puissance, toute nation qui n'est pas alignée avec ces objectifs-là est par défaut et par nature une cible pour des opérations d'influence et d'ingérence. Alors l'objectif, il va être multiple et en fonction de à qui on va s'adresser. Et vous avez bien vu qu'alors on a des narratifs qui reviennent, la santé revient, la probité, donc les questions de corruption. Vous allez avoir aussi les questions de la vie personnelle. On avait eu des exemples avec le cas de la première dame, est-elle un premier homme, etc., qui était resté, mais qui bénéficie toujours de ce genre de choses-là. Donc si vous voulez, les attaques personnelles sur la vie intime, c'est quelque chose qui est très probablement, en tout cas qui sera très probablement mobilisé. Vous allez avoir plusieurs niveaux. Déjà, c'est arriver à une forme de polarisation. Donc ceux qui quelque part sont alignés avec des groupes politiques qui servent vos objectifs, de les sanctuariser, de les sacraliser, arriver à diviser votre population et à la polariser, puisque plus vous allez diviser, plus vous allez polariser, plus il sera difficile pour un État quel qu'il soit de prendre une décision potentiellement difficile et de mettre en œuvre les actions que cette décision implique. Donc on va avoir ce volet-là. Mobiliser éventuellement des populations qui n'iraient pas aux élections par soit rejet d'un certain candidat et ou de plusieurs candidats ou autres. De l'autre côté, vous pouvez avoir sur des positions ou sur un bassin, un vivier d'électeurs qui sera plus modéré, créer une forme de dégoût, une forme de perte de sens et finalement qu'on n'y aille pas. Donc vous allez avoir vraiment tous ces volets-là. Et puis au final, plus vous allez créer ces divisions, ces radicalisations, plus vous risquez d'en avoir une traduction dans le monde physique et d'avoir des tensions vraiment au niveau de la société qui vont pas faciliter la menée d'une campagne démocratique et digne et qui vont pas faciliter non plus la gestion au niveau de la sécurité nationale et du gouvernement qui est encore en place. Donc si vous voulez, vous avez tous ces éléments-là. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que l'on voit, notamment, vous avez parlé de Matrioshka dans le cadre de l'opération Doppelganger, c'est un très vieux réseau qui continue d'être utilisé où on va faire une usurpation d'identité d'un certain nombre d'organes, alors des organes français, pas les seuls, et qui est activé ou réactivé au fur et à mesure en fonction des besoins. À titre d'exemple, quand il y a eu l'incident du bureau ovale entre le président Zelensky et le président Trump, ce réseau a été réactivé et certains journaux ont eu la joie de rentrer dans le club pas si privé que ça des organes qui faisaient l'objet d'une usurpation de leur identité. Et dernier point, méfions-nous, bien sûr il y a un volet numérique, il n'y a pas qu'un volet numérique, il va y avoir aussi des actions qui vont être plus ou moins en lien et qui vont avoir lieu dans le monde physique. On en a déjà eu, histoire de donner du corps au narratif que vous allez pousser. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Vincent Hugeux, pour rebondir sur les propos de Gabriel Attal, quand il dit Poutine veut voler l'élection aux Français, est-ce que c'est une punchline ou est-ce qu'il y a de la vérité dans ces propos-là ? N'oublions pas qu'on est déjà engagé dans une phase active de la campagne, donc il faut se distinguer, donc il faut frapper fort. Donc il peut y avoir une outrance lexicale. Il n'en demeure pas moins que, sinon la voler, du moins la perturber profondément. C'est-à-dire instiller le doute, la suspicion. Le postulat de base des idéologues de la poutinie, c'est que l'Occident, donc la France, mais aussi l'Allemagne dont on parlera tout à l'heure, ont engendré des sociétés veules, irrésolues, sans valeur, décadentes. Donc, vous partez de ce postulat-là, et donc vous dites que l'objectif, c'est effectivement de cultiver tous les ferments possibles de la discorde. Toute manifestation de suspicion envers les autorités. Le pouvoir établi, y compris évidemment le pouvoir élu. Donc en ce sens, oui, si on veut dire voler, en tout cas la détourner, oui, la souiller, il n'y a pas de doute. Ce qui est intéressant, c'est que en fait la Russie, et c'est pas nouveau, Christine le soulignait, joue de tous les instruments de l'orchestre rouge. C'est-à-dire que vous avez à la fois le recrutement de relais d'influence, par exemple dans la société française, avec 3 archétypes, l'idiot utile, le vénal et celui qui adhère idéologiquement.
Je peux citer des noms si vous voulez. On y reviendra aussi. Oui. Et puis, vous avez... Alors, très simplement, quand vous écoutez le discours absolument inepte qui est tenu par un Nicolas Dupont-Aignan, debout la France, couché Nico quand même, parce que s'il est patriote d'une nation, c'est certainement pas de la nôtre, mais c'est plutôt de celle du Kremlin. Puis vous avez donc non seulement besoin d'avoir ces relais d'influence qui vont donc en fait porter ce message de la discorde, qui vont incarner ce dissentiment par rapport à l'état profond, et toutes ces niaiseries, mais vous avez aussi besoin de combattre vos procureurs. Ça ne suffit pas d'avoir des relais. Et les procureurs, c'est ceux qui se sont manifestés d'emblée, et c'est le cas de Raphaël Glucksmann, on ne peut pas lui ôter ce mérite, qui très vite, au Parlement européen par exemple, a dénoncé les tentatives d'ingérence de la Russie. Et donc voilà, vous jouez avec... Et puis, et je termine là-dessus. Moi, ce qui me frappe ce qu'on a regardé tout à l'heure, très franchement, c'est pas du boulot, quoi. C'est vraiment du travail d'amateur. Ce qui, non pas m'affole, mais m'intrigue, c'est le jour où on passera du brouillon à une copie à peu près conforme, où on n'oubliera pas de faire en sorte que celle qui parle inspire de temps en temps et n'est pas une voix totalement monotone et plate. Quand l'imitateur d'Edoui Plenel, franchement, il fera pas l'Olympia, parce que c'était extrêmement médiocre, etc. Mais le jour où tout ça sera perfectionné, sophistiqué, quand on voit déjà combien ça mord dans une société et une partie de la population qui est très candide et qui en fait est avide de ce genre de simili-scandale, qu'adviendra-t-il quand tout ça sera au taquet ? Alors j'accueille Maxime Audinet qui nous rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la stratégie d'influence numérique de la Russie. Est-ce qu'il y a effectivement une partie de notre société, de la population, qui mord et qui croit ces publications qu'on a pu entendre tout à l'heure ? Alors oui, tout dépend là encore de quelle est l'opération, quel est le contenu, quel est son degré de sophistication. Moi, je pense que je suis assez, pour le coup, stupéfait de voir à quel point on peut avoir aussi des méthodes qui sont de plus en plus sophistiquées, pas forcément dans la technique, mais dans les récits qui vont être mobilisés. Les acteurs russes, on le voit, sont capables de mobiliser certes des grands méta-récits qu'on connaît bien, mais aussi de les articuler à des micro-récits qui sont liés à l'actualité, qui sont parfois vraiment très localisés. Et ça montre qu'en fait, il y a un gros travail de la part de tous ces entrepreneurs de désinformation qui ont été mentionnés au début, que ce soit le réseau Storm 1516 avec John Mark Dougan, que ce soit Ilya Gambashidze avec l'opération Doppelganger. C'est des gens qui font aussi un monitoring finalement de nos actualités pour les instrumentaliser. Maintenant, si vous me laissez juste une minute pour réagir aussi à un certain aspect, je pense que il y a aussi un autre objectif vraiment fondamental, qui est de susciter le doute sur l'intégrité du scrutin et faire en sorte finalement que l'élection elle-même soit jugée irrégulière. Vous savez, il y a eu un précédent en Roumanie il y a quelques mois où une élection a été interdite sur la base d'une ingérence étrangère. Moi, je trouve qu'il y a à ce stade, on est en train de tomber, en tout cas je parle des trois responsables politiques que vous avez mentionnés, commencent à tomber un petit peu dans le piège qu'on leur tend, c'est-à-dire finalement récupérer, alors c'est bien normal de leur part, le fait qu'ils soient ciblés par des ingérences. On l'a vu aussi pendant les municipales avec des ingérences israéliennes qui ont ciblé les candidats de LFI. Mais attention, parce que ça va s'intensifier. Et si à chaque fois que ces candidats sont ciblés, puisque Viginum évidemment les prévient, c'est dans leur mandat, ils réagissent, on va finir par avoir une espèce d'engrenage et de cacophonie généralisée où ça va être très facile en fait, par exemple pour un candidat qui arrivera à la 3e, à la 4e place avec éventuellement un score très serré avec le candidat précédent, de dire bien mon résultat n'est pas régulier, j'ai été ciblé par des ingérences, le candidat qui est arrivé en 2e position par exemple a été favorisé par des ingérences étrangères. Et ça jette un doute généralisé sur le scrutin. Moi, c'est un petit peu un scénario catastrophe, mais je trouve qu'il semble de plus en plus plausible, non seulement parce qu'on voit que les sondages risquent de se finir dans un mouchoir de poche pour les 2e, 3e, 4e candidats, mais parce que surtout, ces ingérences vont s'intensifier et les acteurs de ces ingérences, ils attendent qu'une seule chose, c'est que nous parlions d'eux en permanence. N'oublions pas que ce sont des entrepreneurs de désinformation. Il y a une marchandisation des ingérences en Russie et que derrière ces ingérences, il y a beaucoup d'argent à se faire et le Kremlin investit beaucoup d'argent également pour conduire ces opérations informationnelles dans nos démocraties.
Alors Julie, dans ce contexte-là, comment se préparent les équipes des différents candidats ? Eh bien justement, on en a parlé avec l'entourage de Gabriel Attal en leur demandant déjà comment ils pouvaient répondre à cela, ce qu'ils pouvaient faire. Ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'ils semblent un peu démunis et nous disent pas grand-chose finalement. Parce que porter plainte, non. Derrière les comptes, il n'y a pas de nom. C'est compliqué. Ils nous disent qu'il faut donc être vigilant et continuer d'alerter. Donc c'est vrai qu'on les sent un peu démunis. Surtout que pour Gabriel Attal, qui est très très offensif sur les réseaux sociaux, qui a lancé une stratégie de communication politique à l'encontre des jeunes, qui est très actif sur les réseaux sociaux, il sait que là, il a un électorat aussi qui le regarde, c'est un peu comme Jordan Bardella sur TikTok, etc. Donc c'est paradoxal pour lui et compliqué, puisque c'est là où il a peut-être un électorat, des gens à aller chercher, mais c'est aussi sur cette plateforme-là qu'il peut avoir des fake news, etc. Donc voilà, pour eux c'est compliqué, et bien sûr ils comptent sur Viginum. Et puis on leur dit de continuer à eux-mêmes alerter. Donc ils ont leur propre personne qui alerte, qui regarde, mais ils semblent un peu démunis face à tout ça. Et c'est leur grande crainte, vraiment, pour tous les candidats. On va écouter le président de la République. Il en parlait, par exemple, en 2020. Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser. Alors, soit des acteurs privés, soit directement les services, soit des proxys. Christine Dugouin-Clément, est-ce que ça vous étonne ? Moi, quand Julie répond, les candidats tâtonnent, ils semblent un peu démunis, et que pourtant j'entends Macron qui déjà en 2020 était bien conscient de la menace. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils sont pas prêts ? Est-ce qu'il y a eu une réflexion ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous étonne ce que nous raconte Julie ? Alors, ça m'étonne pas forcément, et qu'il y ait une réflexion, bien sûr, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu une montée en puissance, on a eu une montée à l'échelle. En réalité, alors c'était évoqué par Maxime Audinet qui parlait de l'évolution des techniques. Là, ce que l'on voit, c'est que, encore une fois, c'est pas l'intelligence artificielle qui manipule en tant que telle. L'intelligence artificielle, c'est un outil avec lequel on fait à peu près ce que l'on voudra, alors en fonction d'où est-ce que vous vous positionnez sur l'échelle de l'éthique. Ça, c'est autre chose. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous avez une montée à l'échelle, vous avez une diversité de moyens. Alors même si, effectivement, une voie va être modérément bien contrefaite pour enfoncer une porte ouverte, si vous l'écoutez en voiture, par exemple, avec le bruit de la voiture, en faisant autre chose, ou chez vous, en faisant la police avec vos enfants, et que ça correspond plus ou moins à des choses qui vous parlent, que ce soit en termes de valeur, parce qu'on a déjà un doute sur la probité, parce qu'on est déjà dans une forme de rupture de banc de confiance par rapport à l'appareil politique de manière générale, voire l'appareil gouvernemental. Eh bien, ça marquera des points. On n'est pas forcément toujours avec un œil averti, attentif pour regarder tout ce qui se passe. Et puis, non seulement on a la diversité, certains contenus peuvent être d'ailleurs beaucoup mieux travaillés. Je vous renverrai par exemple pendant les Jeux Olympiques de Paris, on a eu beaucoup de contenus de cette qualité-là, discutables, voire parfois carrément médiocre, et là je pense notamment à certains contenus qui ont été diffusés pour viser la population du continent africain et en Afrique de l'Ouest, et à côté de ça vous aviez Olympic Has Fallen qui avait été rediffusé et qui était beaucoup mieux fait, beaucoup plus léché, qui reprenait notamment les codes du cinéma hollywoodien, qui avait été fait au même moment. On a une capacité de diversification extrêmement forte, du fait avec des bouts de ficelle, d'une facture intermédiaire, de très très bonnes factures. On a la possibilité d'aller sur un nombre de canaux éminemment différents, et ça participe pour l'individu à être bombardé. Pourquoi ? Parce que c'est pas un seul canal qui vous le dit, c'est pas uniquement sur des réseaux sociaux, c'est aussi sur un journal. Alors est-ce que vous allez vérifier que c'est Matrioshka et Doppelganger ou pas ? Pas forcément, pas tous les jours. Ça peut être repris par certains organes de presse discutables ou par certains agents qui parfois se retrouvent expulsés. Xena Fedorova, qui maintenant va devenir une star en Russie très probablement. Mais voilà, on a tout cet élément, c'est-à-dire la masse, la diversification des contenus, et quelque part bâtir sur quelque chose qui va faire écho d'une manière plus ou moins proche. Ça pose aussi, et là ça rejoint encore ce qui était dit sur la possibilité de discuter le résultat du scrutin. Alors ça fait écho à d'autres choses que l'on avait pu voir avec par exemple aux États-Unis, la discussion de ce scrutin volé avec la remontée au Capitole, qui avait d'ailleurs donné d'excellents mèmes dans lesquels on voyait le président Poutine. Mais ça pose la question de qu'est-ce qui est considéré comme étant vrai ou pas, et d'une crise de la vérité et de la confiance, de sur quoi basculer, sur quoi aller. Et ça va se poser d'autant plus que ce que l'on voit, c'est que l'accès aux informations, au discours politique se fait maintenant très souvent par un intermédiaire, c'est-à-dire pas de manière directe. Il va y avoir l'intermédiaire d'une plateforme, quelle qu'elle soit, d'un réseau social, quel qu'il soit. Donc cette question de l'intermédiaire, elle est vraiment compliquée. Et le deuxième point, c'est si on répond au coup le coup à chaque fois quand on est un candidat, votre temps de parole, il est uniquement mobilisé à dire ce n'est pas moi, je suis pas sur ceci, je ne suis pas sur cela.
Quand on est dans une approche de candidature où on essaye de parer les coûts, etc., oui, ça pose la question de comment est-ce qu'on va le gérer, de comment est-ce qu'on va le faire, d'où est-ce qu'on va se positionner. En cela, je ne suis pas réellement étonnée. Ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on réapproprie, mais là j'allais dire au niveau beaucoup plus national, comment on se réapproprie une forme de sphère informationnelle, de comment est-ce qu'on retisse une forme de lien de confiance avec ses auditeurs, par quel canal on va le mettre en place, de quelle façon. Et encore une fois, il faut bien être réaliste. Ces opérations, vous avez montré des extraits de 2020, je parlais de 2017, on pourrait remonter à 2016, qui a quand même été un des moment clé pour la prise de conscience des actions informationnelles. On a un travail qui s'est fait sur le long terme. On n'a pas commencé à travailler sur les perceptions de l'environnement des individus uniquement pendant les élections. Les élections, c'est un coup d'accélérateur. C'est un moment où on va pouvoir mettre un coup de spot quelque part sur tout ou n'importe quoi en termes de sujet. Et ça, c'est le deuxième point. Le continuum des acteurs a évolué. Quand on parle, par exemple, de Moscou, alors oui, on va avoir des officines qui sont plus ou moins directement liées au gouvernement. Quand je dis plus ou moins, c'est parfois avec un peu un faux nez. Je vous rappellerai Wagner, qui était une société privée comme les autres, jusqu'à ce que le président Poutine explique qu'à quelques millions de roubles, pas tout à fait. Mais vous allez avoir ce volet-là. Vous avez effectivement des entreprises privées qui vont venir. Vous avez des individus qui vont, eux, pouvoir se greffer, essayer de se faire un curriculum vitae, et ensuite recréer. Et puis, vous avez des gens qui utilisent l'influence uniquement pour se faire de l'argent en utilisant le flux des clics que vous allez avoir. Et demain, aujourd'hui, ça sera la campagne électorale française. Demain, ça pourrait être une autre campagne ailleurs ou un autre sujet. Et comme vous avez un prépositionnement, ça c'est très important sur les réseaux sociaux, d'acteurs authentiques, je veux dire humains, réels et synthétiques, alors que ça soit par IA ou autre, vous avez une capacité de rebondir sur tout ou n'importe quel sujet qui sera clivant, qui sera émotionnel. Et dernier point, si on repousse avec la capacité de créer de l'IA générative avec des agents d'IA qu'on va faire évoluer sur les réseaux sociaux avec une capacité d'adaptation en temps réel, et bien la possibilité de créer une impression de faux consensus, elle est réelle. Colonel, je rappelle aussi que vous êtes professeur associé à l'école de guerre économique. Ce qu'on soulignait également, c'est à quel point ces contenus-là sont trompeurs. Par exemple, sur cette une-là, on me dit tous les titres sont réels, sauf celui concernant Gabriel Attal. On est vraiment dans la guerre de l'information. On parle de guerre hybride toute la journée. Alors on parle de drones, etc. Mais on oublie souvent cette partie numérique qui est extrêmement importante. Ça, c'est la guerre numérique. En fait, vous transformez une information qui est réelle, vous mettez de fausses photos, de fausses informations dans un cadre qui est réel. Et ça, c'est valable pour les télévisions. Mais je vous rappelle que TF1... C'est la une de dimanche dernier. TF1 et LCI, vous avez été également attaqués. Oui, avec maintenant, si vous voulez savoir ce que font les Russes, c'est extrêmement simple. Allez voir ce qu'ils ont fait en Afrique. Wagner avait développé... Prigojine avait développé un double système, un système numérique où il produisait globalement des fake news et tout ce qu'on voudrait, etc., avec une boîte qui s'appelait l'IRA, l'Internet Research Agency. Donc, ils avaient ferme à troll, ils produisaient en rafale de fausses informations, et puis ils avaient une capacité à produire du contenu, et le contenu était produit par une société qui s'appelait de mémoire, donc il y avait l'IRA et RIAFAN. RIAFAN produisait des films, contrôlait des blogs, etc., etc. C'est simple, en 2022, il commence, en 2018, on va dire, parce que c'est la RCA en 2018, en 2022, on s'en va. En 3 ans, si vous voulez, on a été laminé. Pourquoi on est laminé? Et ça, c'est un autre sujet qui n'a pas été abordé. C'est que jusqu'à présent, on n'est que défensif. On a un modèle qui était que défensif. Alors on va dire, oui, c'est pas bien, c'est pas... Mais du coup, être offensif, ça voudrait dire quoi? Mais quand vous avez une cible, que vous désignez, que vous dites que c'est les Russes à longueur de journée à la télévision, ben vous dites voilà. Alors on dit rien, faut pas trop parler, mais il faut être offensif. Alors c'est compliqué, on est une démocratie. Comment répliquer ce modèle-là chez les Russes ou chez nos adversaires? Mais dès lors que vous en avez, vous n'allez pas passer votre temps à attendre. C'est quand même incroyable. Donc il faut un armement est en même temps défensif et offensif. Et là, offensif, je peux vous dire, c'est quasiment zéro. Guillaume, à quel point ça inquiète les autorités françaises? Ça les inquiète vraiment parce que cette menace, elle est bien réelle, elle s'est déjà concrétisée lors d'élections en France, y compris très récemment, en mars dernier, à quelques jours des élections municipales, 7 cas d'ingérence numérique étrangère ont été clairement détectés par Viginum, le service qui est spécialement créé pour déceler, pour alerter sur ces manipulations. C'était sur les réseaux sociaux des faux reportages qui diffusaient de fausses informations en usurpant l'identité, les logos de plusieurs médias. Et ces opérations ont été imputées à des collectifs pro-russes, notamment Storm et Matryoshka, dont on vient de parler. Donc pour les autorités françaises, ces tentatives de manipuler l'opinion pour influencer les votes lors des scrutins, c'est considéré comme une réalité dangereuse qui est prise très au sérieux. C'est pour cela qu'il y a tout un travail qui est mené d'après nos sources, non seulement pour repérer ces contenus, mais surtout pour identifier les auteurs, mission
complexe avec des techniques spéciales d'enquête. Et par ailleurs, comme lors des dernières municipales, Viginum continuera d'alerter lors des prochains scrutins en cas de nouvelles ingérences, et il y en aura sans doute, pour informer sur telle ou telle manipulation, et que cette information soit diffusée pour contrecarrer ces manipulations. Merci beaucoup Guillaume. Hélène, un mot, les Russes ont de l'expérience en matière de désinformation. L'ombre de la Russie a déjà plané, on parlait tout à l'heure de Wagner ou sur d'autres campagnes. Oui, absolument. Et puis, alors, sur l'information, on l'a vu, il y a aussi des opérations plus concrètes, plus réelles. On se souvient de cercueils sous la Tour Eiffel. On se souvient de les mains rouges, voilà, étoile de David aussi. Voilà, il y a énormément d'opérations qui ont été menées, et donc il y a l'expérience évidemment des Russes. Alors, on parle beaucoup d'ingérence russe parce qu'évidemment on va être concerné. Il faut parler, ce sera sans doute pas les seules ingérences dans notre campagne, avec peut-être des ingérences plus assumées. Il faut regarder du côté des États-Unis également, et puis sans doute aussi de la Chine. Enfin, en tout cas, de tout un tas de pays qui vont peut-être avoir intérêt à mettre leur nez dans une campagne présidentielle en France. Vincent. Vous rappelez que dans les opérations que Hélène mentionnait, main rouge, étoile de David, les cercueils, et puis effectivement les têtes de cochons déposées devant 9 sites en région parisienne, il y avait un côté, j'avais presque délibérément pied nickelé, c'est-à-dire c'est la sous-traitance, vous payez 400 ou 500 euros un Moldave, un Bulgare, un Serbe ou que sais-je, et ça permet évidemment au Kremlin, le truc habituel, de dire que rien ne prouve organiquement qu'il y a eu un donneur d'ordre, des instructions explicites qui ont été appliquées. Sur la question que vous posiez sur comment on passe du défensif à l'offensif, il y a un cas qui est quand même très intéressant, c'est ce qui se passe au Mali en 2022, puisqu'il y a bien d'autres fronts que l'Hexagone et l'Europe, le colonel y faisait allusion. Jusqu'en 2022, l'armée française est purement dans le réactif. Effectivement dans le défensif. En 2022, effet d'aubaine, vous avez un drone de l'armée française qui filme une opération assez grossière qui consiste, pour imputer un carnage à l'armée française qui s'apprête à se retirer du théâtre sahélien, on filme donc des hommes qui sont censés être des Français en train d'ensevelir des cadavres. Et en réalité, on voit très bien sur ces images qu'il y a des membres des forces armées maliennes et des éléments donc de Wagner, bientôt Africa Corps. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a basculé du réactif au proactif. Mais on est en 2022, et moi je suis allé enquêter en 2018, donc 4 ans auparavant, à Bangui, où il y avait déjà tous les indices d'une stratégie multidimensionnelle des Russes qui finançait le concours Miss Bangui, qui réhabilitait une radio locale en langue sango, dans la langue la plus pratiquée dans cette partie de la République centrafricaine, etc. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu, ça s'est amélioré, notamment avec le travail qui est accompli par l'agence Vinum. On a, en tout cas dans la première partie de cette guérilla-là, fort peu urbaine, on a toujours un temps de retard. Alors, je voudrais maintenant qu'on écoute le Premier ministre qui estime qu'évidemment, avec les mois passant et se rapprochant de la campagne présidentielle, ces tentatives, ces ingérences russes vont augmenter. On l'écoute. L'ensemble de la classe politique peut être concernée. Si je devais quand même, d'un mot, qualifier le risque, il est significatif. Il a été significatif sur les municipales, sans effet majeur, ça vous sera documenté et expliqué. Il laisse à entrevoir les perspectives de menaces lourdes sur l'élection présidentielle. Bonjour Nicolas Tenzer, merci beaucoup de nous avoir rejoint. Analyse des questions géostratégiques. Vous êtes l'auteur du blog Tenzer Stratégie et de l'ouvrage Notre guerre, le crime et l'oubli. On vient d'entendre Sébastien Lecornu qui craint que ces opérations d'ingérence russe se multiplient, bien sûr, à l'approche de l'imprésidentielle. Est-ce que ça veut dire que le pire est à venir ? Alors je pense effectivement que ça va se multiplier et que le Premier ministre a totalement raison. Et ça s'est multiplié d'ailleurs dans d'autres pays. La France n'est pas un cas isolé. Ça va se multiplier en Allemagne à l'approche des élections régionales qui sont également décisives, parce qu'il est parfaitement évident que la Russie, dans l'ensemble des pays européens, cherche à placer ses candidats. Et qu'il y a évidemment des candidats comme ceux qui ont été visés, les 3 récemment d'ailleurs, par les attaques de désinformation russes, qui sont clairement du côté de l'Ukraine, avec peut-être des nuances ou des divergences, mais enfin globalement du côté de l'Ukraine, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres candidats ou candidates qui sont clairement
également du côté de la Russie et qui, s'il devait être élu, déciderait de cesser toute aide à l'Ukraine, d'abandonner notamment les sanctions au Conseil européen, etc., etc. Donc, bien sûr, il y a cette interférence et c'est une question, si vous voulez, véritablement d'intégrité démocratique. C'est la sécurité de notre démocratie qui est en jeu. Ces attaques d'ingérence qui ont eu lieu contre ces 3 personnes, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Édouard Philippe, c'est pas une question partisane, mais c'est véritablement une attaque contre notre pays. Et je crois qu'il faut le comprendre comme ça. Donc on espère que le projet de loi, effectivement, qui a été annoncé au Conseil des ministres le 30 juillet, effectivement, sera débattu, passera avec les modifications et les amendements nécessaires peut-être, mais c'est absolument indispensable. Alors justement, que prévoit ce projet de loi, Julie ? Alors, entre autres, il y a donc quelques pistes sur la table, et notamment de tripler les peines à l'encontre des personnes qui diffuseraient des fausses informations en période électorale. Il y a ça, il y a également la piste de réduire les référés, donc permettre de saisir la justice plus rapidement. Il y a plusieurs pistes comme celle-ci, mais il y a aussi les formations politiques qui doivent faire des propositions à Sébastien Lecornu. Il l'a rappelé dans un tweet ce matin, il répondait à Jean-Luc Mélenchon. Il les a reçues, ces formations politiques, en juin. En janvier aussi, se sont beaucoup vus avant les municipales, parce qu'il redoutait qu'autour des municipales, il y ait ces attaques, ces ingérences numériques. Mais voilà, il attend aussi d'avoir des propositions. Donc on va peut-être avoir à la rentrée à nouveau des rencontres. Et puis là, ça viendra un peu étoffer ces propositions. Alors parmi les propositions, je crois que c'est Marine Tondelier qui propose de suspendre X pendant la campagne. Maxime Audinet, est-ce que ça, ce serait une mesure efficace ou pas du tout ? C'est une mesure extrêmement radicale. Je pense que déjà, ce qui serait bien, c'est de faire appliquer les lois existantes et notamment le DSA à l'échelle européenne, qui doit imposer en fait à ces plateformes de modérer leur contenu sur de la désinformation ou des éléments d'ingérence. Si vous me permettez quand même, parce que je voudrais revenir sur quelque chose qui a été très brièvement évoqué par Christine Dugoin-Clément, qui est la question de Ksenia Fiodorova et derrière de la responsabilité patente de l'écosystème de Vincent Bolloré dans la promotion d'un discours de propagande russe. Ce qui s'est passé avec Ksenia Fiodorova et avec cette capacité de propager pendant des mois un récit qui est très clairement aligné sur le récit russe officiel. Nous, avec notre équipe de recherche, on a fait tout un travail aussi pour montrer de quoi elle parlait. Ça n'est d'ailleurs pas uniquement que des récits évidents, par exemple celui de critiquer l'Ukraine ou l'Occident. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus subtiles sur, par exemple, le fait que la France se réarme dans un contexte d'endettement, le fait qu'il y a un problème de liberté d'expression en France, qui est un élément extrêmement utilisé. Bon, tout ça a eu une audience qui est, je pense qu'il faut aussi rappeler les chiffres, incommensurablement plus importante que les ingérences numériques qui ont ciblé nos 3 candidats dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut aussi un petit peu remettre les choses à leur place et se rendre compte que dans cette politique publique de contre-influence de la France, qui effectivement est beaucoup plus robuste depuis maintenant 3-4 ans, vous avez sur le plan numérique une capacité très claire à détecter quasiment en temps réel ce qui va se dire, notamment dans des contextes électoraux. Mais vous avez encore, et là on quitte d'une certaine manière l'espace strictement numérique, on quitte aussi l'espace strict de la désinformation, de la promotion de contre-vérité. On est aussi dans des formes de récits extrêmement manipulatoires, mais qui vont instrumentaliser d'autres choses, par exemple pour désorienter l'opinion. Eh bien là, il y a encore de très gros efforts à faire, et à mon avis, les conséquences sur l'opinion, y compris en contexte électoral, peuvent être plus importantes que ce qui peut se passer parfois avec des ingérences numériques. Et d'ailleurs, je voudrais quand même le rappeler, dans les 3 cas que vous avez évoqués, Virginie m'a dit, et à mon avis c'est absolument central, que les effets observés, notamment en termes de viralité, étaient très limités. Ça, je pense qu'il faut, et y compris d'ailleurs dans l'espace médiatique, le rappeler. Il peut y avoir des ingérences et des opérations, je pense notamment à l'affaire des étoiles de David, qui a été donc menée par des proxys, mais liée au service de renseignement russe. Il y a eu effectivement, c'est une opération qui a vraiment fonctionné, avec énormément de personnes qui ont été touchées par cette affaire. Mais il y a aussi des opérations qui, d'une certaine manière, ne font pas mouche. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que ça permet déjà d'éviter qu'il y ait des surréactions.
mais ça permet aussi, là encore, de briser finalement cette représentation d'une Russie qui serait finalement capable de nous manipuler en permanence, qui serait capable finalement de contrôler nos esprits à distance. Attention, là encore, à ces représentations qui sont véhiculées, parce qu'elles peuvent aussi avoir une incidence sur l'opinion. Voilà, je tenais simplement à rappeler cet élément. Vincent Hugeux, c'est vrai qu'il y a des opérations venant de Russie qui ont plus ou moins de viralité. Celles dont on a parlé au début, pour l'instant, en fait, elles ont été peu visibles. On craint qu'elles le soient plus, mais... Dans le prolongement de l'analyse de Maxime Audinet, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas nécessairement du politique frontal. C'est pas ça qui est le plus payant. Les stratèges de la désinformation russe font leur miel, évidemment, des tensions, notamment sociales. Souvenez-vous, par exemple, de la couverture que Russia Today, dont la patronne en France était une certaine Ksenia Fedorova, la couverture intense, parfois risible, c'était du 20h sur 24, de ce phénomène des Gilets jaunes. Donc c'est par le front social. Récemment, vous avez eu également énormément de contenu qui portait sur la colère paysanne par rapport à une épizootie qui avait décimé les troupeaux. En réalité, le ressort de la discorde sociale est sans doute plus performant, plus efficace que l'attaque frontale de l'acteur politique. Alors évidemment, les opérations de désinformation, d'ingérence russe dépassent les frontières de la France. Je voudrais qu'on écoute la vice-présidente de la Commission européenne. La manipulation de l'information est l'un des outils les plus coûteux dans la guerre moderne hybride. L'année dernière, la Russie et la Chine seules ont investi jusqu'à 11 milliards d'euros. Mais l'impact économique mondial de la désinformation est estimé à plus de 400 milliards d'euros annuellement. Il y a maintenant un marché pour la manipulation. Et Nicolas Tenzer, est-ce qu'il existe un véritable marché de la manipulation des opinions ? Alors je pense qu'il existe effectivement une forme de marché, au sens, je dirais, où vous avez bien sûr des consommateurs et vous avez des vendeurs. Et vous avez une série de vendeurs. Alors pas uniquement effectivement la personne dont on a parlé tout à l'heure, Madame Fedorova, mais vous avez aussi un certain nombre de propagandistes nationaux, français, ou allemands en Allemagne, ou roumains en Roumanie, etc., qui sont des personnes qui effectivement non seulement sont favorables à la Russie, ce qui est après tout la liberté de chacun, éventuellement d'être favorable à la Russie, même si c'est évidemment moralement ignoble, mais ce sont aussi des gens qui peuvent être payés par la Russie, et compte tenu des sommes dont dispose la Russie, dont dispose aussi la Chine, mais la propagande russe est quand même beaucoup plus forte, on peut penser effectivement que vous avez un certain nombre de personnes qu'on peut assez facilement identifier, en tout cas que les services commencent à identifier, et qu'ils pourraient d'ailleurs exposer, comme on dit, c'est-à-dire rendre public, qui reçoivent effectivement de l'argent indirectement, bien sûr, c'est pas directement un chèque du Kremlin, bien sûr, du pouvoir russe. Et je pense que c'est ce pourquoi je plaidais lorsque j'ai été auditionné par les commissions consacrées à ces questions d'ingérence du Sénat et de l'Assemblée, d'abord pour que l'ensemble des anciens hauts fonctionnaires, civils ou militaires, des personnalités politiques qui ont eu des fonctions politiques ne puissent pas travailler, parce qu'aujourd'hui c'est légal, pour un État étranger ou une entité étrangère. Et je pense que ça, ce serait déjà quelque chose qui serait déjà extrêmement souhaitable. Je crois que donc vous avez ce premier phénomène. Le deuxième phénomène, je crois, qui me paraît très, très important à noter, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, il y a plusieurs éléments, si vous voulez, dans cette lutte, plutôt dans ces actions de désinformation. Il y a celle que Vincent soulignait très justement tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui antagonise une société est bon à prendre. C'était les Gilets jaunes, c'était le mouvement des anti-vax, c'était les mouvements de protestation contre le pacte sanitaire, c'était effectivement les colères agricoles. Dans d'autres pays, ça a été autre chose. Ça a été les mouvements anti-migrants, notamment en Allemagne, mais ça a été très différemment. Black Lives Matter, donc tout à fait différent aux États-Unis également, qui ont été non pas créés, bien sûr, par la Russie. La Russie n'a jamais créé, pas plus les Gilets jaunes, mais amplifiés. Mais les a amplifiés. Vous savez que sur Russia Today France à l'époque, vous avez eu plus
de vidéos sur le mouvement des Gilets jaunes que sur LCI, BFM, plus les vidéos postées par Le Figaro, Le Monde, Libération, etc. réunies. Donc c'est quand même absolument invraisemblable. Et puis la deuxième chose, ce sont aussi un certain nombre de récits qui relèvent plutôt parfois de la propagande douce. C'est peut-être la faute de l'OTAN, il y a un peu de faute des deux côtés, mais finalement il ne faut pas continuer à armer l'Ukraine parce que finalement ça va accroître... Récits qu'on trouve sur des blogs, par exemple ? Pardon, excusez-moi. Récits qu'on trouve où ? Sur des blogs, dans des faux articles ? Qu'on trouve effectivement sur les blogs, qu'on trouve dans des journaux, qu'on regarde effectivement régulièrement sur une certaine chaîne de télévision concurrente, je dirais, de la vôtre qu'on n'a pas besoin de nommer, ou je dirais dans les autres médias d'ailleurs de ce groupe, le groupe Bolloré, pour ne pas le nommer, enfin je veux dire, tout ceci, je dirais, est bien connu. Écoutez Henri Guénaud, écoutez Luc Ferry, et vous aurez l'alpha et l'oméga de cette approche. Il y y en a beaucoup d'autres. Alors, dans un instant, on va parler de l'Allemagne, mais avant, Christine, je voulais vous faire réagir sur le son qu'on a entendu, sur ce serait un marché rentable, ça rapporterait de l'argent. Est-ce qu'il y a effectivement un marché autour de cette désinformation ? Alors oui, il y en a un, et qui est notamment permis par la structure même des systèmes d'information. Et ça, on l'avait déjà vu en Ukraine, c'est-à-dire que vous pouvez monétiser un certain nombre de vos publications, comme le ferait un influenceur, globalement. Donc il y a, au-delà d'un paiement direct pour un service rendu, ce qui avait été évoqué, alors ça a été beaucoup vu en Centrafrique depuis longtemps, notamment pour les journaux, etc. Mais là, vous pouvez aussi avoir des gens qui, au fur et à mesure de leur publication, donc là, si vous voulez, finalement, vous avez un autofinancement dans certains cas. On avait pu voir des groupes type Wargonzo, Greyzone, qui étaient officiels, très clairement liés, que ça soit au groupe Wagner en son temps ou au ministère de la Défense, qui faisaient de la monétisation. Ce que l'on voit aussi, je l'ai évoqué assez rapidement, eh bien, ce sont des gens qui finalement n'ont pas d'idéologie politique, mais qui vont, elles, utiliser le réseau. C'est-à-dire, plus vous allez avoir de vues, plus vous allez avoir de clics, plus vous allez avoir d'engagement, plus vous allez à quelque part faire de l'argent. Et ça, vous allez retrouver des nœuds en Malaisie, dans certains pays africains, où des gens, alors aujourd'hui, ça sera la campagne française, demain, ça sera la colère à Taïwan, après-demain, ça sera les mécontentements en Amérique latine, peu importe, puisque là, l'idée étant de générer de l'argent. Il y a aussi un autre volet qui participe à plus petite échelle, mais je pense qu'il est bien d'en avoir conscience, c'est une petite criminalité qui finalement va utiliser pour faire de l'argent, de l'escroquerie à l'émotion. Et avant de faire de l'escroquerie à l'émotion, comme on avait, alors par exemple pour les catastrophes naturelles, vous en avez vu beaucoup passer, on va l'utiliser sur un sujet clivant, par exemple le conflit en Ukraine. Et là, vous allez présenter un ou l'autre des acteurs comme étant à l'origine de la catastrophe pour laquelle vous allez demander de l'argent. Votre finalité, elle n'est pas forcément de soutenir un côté ou un autre. Elle est de générer suffisamment d'émotions pour détourner de l'argent pour votre propre petite entreprise. Néanmoins, ça rajoute une couche en plus. Et il y a un dernier point que je voudrais peut-être souligner. Vous avez évoqué les agents jetables. Alors les coûts ont baissé par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. C'est un petit métier qui est en crise, là aussi. Mais ce que l'on voit aussi, c'est un partenariat qui se crée avec des réseaux de crime organisé, qui ont des plateformes, notamment sur de la revente de produits stupéfiants ou de médicaments de contrefaçon, et qui vont viser un public qui est doublement vulnérable. Parce que déjà, vous avez une addiction, vous avez une dépendance, donc ça fait une première vulnérabilité. Et que deuxièmement, on va souvent cibler des mineurs. Et les mineurs, vous avez soit de l'incitation, un petit boulot, un petit job, un peu d'argent, voire même des choses qui vont être beaucoup plus numériques, en passant par des jeux vidéo, ou de la coercition. Est-ce que tu veux que tes parents sachent que t'as discuté avant, t'as un chat qui s'appelle Caramel, veux-tu retrouver le chat Caramel crucifié sur la porte? Donc non, dans ce cas-là, fais une petite action pour nous. Et la petite tout ça se passe via les réseaux. Ça se passe via des réseaux. Si vous voulez, ce sont des plateformes en règle générale que l'on a. On pourrait parler du réseau Kimplom, par exemple, qui a une franchise de stupéfiants, de produits stupéfiants, qui permet de faire une passerelle pour ensuite rejoindre sur des groupes du GRU qui vont mettre en discussion. Et là, on est sur du public beaucoup plus vulnérable. C'est loin d'être trivial. Le SBU en a parlé, et ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes-là ne connaissent pas de frontières. Donc, vous pouvez toucher des enfants de réfugiés ukrainiens. Et si vous avez un enfant, un mineur ukrainien dans un pays européen qui va mettre le feu à un endroit sur une poubelle, prendre des photos d'un site critique, par exemple, parce qu'il réalise même pas forcément la capacité et les conséquences de cet acte-là,
ça vous donne quelque chose de fabuleux pour avoir un élément sur lequel vous allez grossir de l'influence ou de la désinformation. Donc dans ce volet d'agents jetables à coût parfois modique, on est autour de 80-90 euros pour quelque chose d'assez faible, et on va remonter jusqu'à 500 voire 1000 euros quand on est sur de la pose d'explosifs. On a un pied nickelé qui a réussi à se faire sauter 3 doigts plutôt que l'objectif. Mais ça, les compétences ne sont pas toujours là, que voulez-vous. Mais le cours, c'est quand même assez effondré. Mais on a aussi ce volet-là qui est un petit peu une modification où, attention, on vise d'autres populations. Et là, ça pose un deuxième problème aux institutions européennes, quel que soit le pays européen, c'est que si jamais vous attrapez ces jeunes, vous les positionnez comment ? Est-ce que ce sont des victimes ou est-ce que ce sont des criminels sur ce qu'ils ont fait ? Comment est-ce que vous positionnez la chose ? Donc là, on a quand même voit effectivement la difficulté. Tout ce pivot-là. Alors, on va parler de l'Allemagne à présent, qui alerte sur la menace croissante des attaques hybrides. Hier, un drone explosif a été découvert à l'aéroport de Leipzig, près d'un avion ukrainien. Pour le ministre de l'Intérieur allemand, il ne s'agit pas de l'œuvre d'amateurs. On l'écoute. Nous sommes ici confrontés à une opération qui pourrait également impliquer des puissances étrangères. Ce point fera l'objet d'enquêtes. Il s'agit clairement d'actions visant à semer un climat d'incertitude important en Allemagne, pas seulement dans les aéroports, mais aussi dans d'autres lieux. Ces actions ne se limitent pas aux drones. Colonel, le ministre allemand ne cite aucun nom. Est-ce qu'on peut voir derrière ce qui s'est passé ici en Allemagne, en tout cas, l'ombre de la Russie ? Il l'a dit indirectement. Il y a toute une série d'hommes politiques allemands et européens qui ont dit la cible est facile à trouver, donc ça commence par R et ça finit par E, donc évidemment tout ça, on sait d'où ça vient. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport au sujet précédent, d'une façon générale, la guerre hybride, il y a toute une série de possibilités de mener cette guerre. La guerre de l'information, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est pas du tout de la guerre de l'information. On est dans une guerre de déstabilisation. Donc on crée des opérations qui visent à démontrer la faiblesse du système qui protège les aéroports, donc pour créer une forme d'angoisse, et puis 2, la capacité, pour démontrer que les Russes, si tant est que ce soit les Russes, mais à mon avis il y a de fortes chances, pour démontrer la capacité des Russes, en fait, à intégrer, à rentrer dans un système qui théoriquement est protégé. Et non seulement c'est protégé, mais en plus ils ont ciblé sur Leipzig, et Leipzig c'est l'endroit où l'ensemble des Antonov 124 de l'armée ukrainienne qui était en danger, entre guillemets, en Ukraine, qui ont été rapatriés à Leipzig. Donc c'est un endroit où ils ont stocké l'ensemble de ces appareils, et ces appareils servent aujourd'hui à faire des flux logistiques en direction de la Pologne, et à partir de là, ça part sur des trains. Donc en fait, c'est extrêmement important. Donc en fait, le problème, au-delà de l'opération militaire, puisqu'on a vu que c'était, que les drones avaient été armés, puisqu'il y avait de l'explosif, mais je vous rappelle qu'il n'a pas tapé l'avion. Il était posé à côté. Donc c'est un message qui dit, nous, demain matin, on est capable de détruire un avion ukrainien qui décollera en direction de la Pologne. Donc c'est un simple message. Tout ça, c'est extrêmement ambigu. Le dernier point qui est très intéressant, c'est le fait qu'on voit que cette opération, elle est matinée par une forme d'amateurisme. Concrètement, c'est un FPV, ça vaut rien du tout. C'est pas très compliqué à mettre en place. J'imagine que l'explosif, il y a du scotch autour. Donc en fait, le problème, c'est de pas que la Russie ne veut pas apparaître comme étant l'acteur principal. Ils vont dire c'est comme l'affaire des têtes de cochon ou des cercueils qui avaient été mis devant la Tour Eiffel. C'est 3 pieds nickelés qu'on mis ça en place. Ça, c'est pas des pieds nickelés, parce qu'il a fallu venir avec le matériel à côté de l'aéroport. Il a fallu que ça décolle, rapprocher les drones. Tout ça, c'est une opération qui est plutôt bien menée, mais elle est menée dans une forme d'amateurisme. Et ça, je dirais, cette opération, c'est vraiment très intéressant, parce qu'en jouant aux amateurs, on ne peut pas t'accuser directement. Personne ne va dire, demain matin, les Russes sont pas capables de faire ça. Ils peuvent taper des avions quand ils veulent. Hélène, qui d'autre que la Russie pourrait être responsable ? Alors, c'est l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne qui le dit. Alors, ces derniers mois, on a parlé de survol de drones au-dessus d'aéroports européens. Là, la différence, c'est qu'on a un engin explosif. Oui, alors là, c'est le stade au-dessus. C'est-à-dire parce qu'avant, dans tous ces survols de drones, on n'avait pas la certitude que c'est forcément les Russes, voire des gens qui s'amusent à faire des survols. Enfin, voilà. C'est pas forcément un danger de type explosif. Là, c'est le cas. Là, il est positionné sur un aéroport qui accueille des engins militaires de l'OTAN, de l'Ukraine, posé juste à côté de l'un de ces avions de transport. Il y avait déjà eu un incident en 2024 sur ce même aéroport, dans un entrepôt, je crois qu'un engin incendiaire, et déjà à l'époque la piste russe était soupçonnée. Voilà, c'est une cible qui paraît pertinente en tout cas pour les Russes, même si pour l'instant il n'y a pas en tout cas les enquêteurs doivent se pencher sur la question, on n'a pas de preuves formelles, mais eux vont étudier les explosifs. Regardez, après c'est vrai que vous pouvez avoir plusieurs couches entre le commanditaire et la personne qui mène l'opération, c'est ça qui est difficile aussi pour les enquêteurs, mais c'est vrai qu'on a tendance à tourner le regard vers la Russie parce que qui d'autre réellement aurait
aurait eu l'intérêt de placer un engin explosif à cet endroit. Mais Nicolas Tenzer, un drone qui arrive là sur le tarmac, visiblement facilement, ça peut nous inquiéter, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les drones, et les aéroports européens sont des cibles faciles? Il y a un vrai problème de sécurité, effectivement, je dirais, d'un certain nombre d'aéroports. En plus, il n'y a pas de doctrine commune de l'ensemble des pays de l'Union européenne en ce qui concerne l'interception, voire l'abattage de drones non plus. Je veux dire, là aussi, il y a un vrai sujet aussi de coordination, dont on avait déjà beaucoup parlé lorsqu'il y avait eu, vous vous rappelez, ces incidents à Copenhague l'année dernière. On pourrait d'ailleurs rappeler qu'il y a eu 440 survols d'aéroports allemands depuis le début de l'année. C'est absolument considérable. Et là, il y a un autre incident dont on ne parle pas, c'est que, on parle peu, on en parle aussi quand même, vous savez, il y a eu un engin non identifié, probablement un drone, qui a percuté un avion cargo de DHL. Heureusement, je dirais, il n'y a pas eu d'accident fatal. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinairement inquiétant. Coïncidence, le même jour, vous avez eu la police allemande qui a arrêté 2 personnes soupçonnées de projeter un attentat contre le président du fabricant de drones Donaustahl. Donc on rappellerait d'ailleurs qu'il y a eu un autre projet d'assassinat également il y a 2 ans, c'était en juillet 2024, contre le président quand même de Rheinmetall, qui est l'un des principaux fleurons de l'industrie militaire allemande et extrêmement actif dans la fourniture d'armement. Donc on a effectivement une conjonction, je dirais, extrêmement inquiétante de fait. Vous avez eu encore il y a un mois, je dirais, un dissident russe, polonais, un caricaturiste très hostile à Poutine qui a été assassiné en Pologne. On pourrait multiplier également les incendies volontaires attribués par le Premier ministre polonais à la Russie. C'était encore l'année dernière. Vous avez eu déjà des parcelles, je dirais, de DHL qui ont explosé dans des entrepôts, heureusement pas lorsqu'elles étaient transportées dans les avions cargo, etc., etc. Donc vous avez, je dirais, des attaques. Le vrai sujet, effectivement, c'est comment est-ce qu'on protège non seulement ces sites-là, mais aussi un certain nombre d'autres sites. Parce que est-ce que ça aurait pu être possible sur des aéroports civils Alors ça aurait pu, voilà, je ne veux pas vous détailler effectivement l'ensemble des dispositifs de sécurité de l'ensemble des aéroports européens, mais enfin je veux dire, bien sûr, ça aurait pu, et malheureusement on peut craindre, heureusement ce n'est pas encore arrivé, qu'un jour il y ait quand même un accident fatal. Que ce soit pour un avion cargo ou un avion de ligne ou tout autre. Voilà, on peut avoir cela, et je trouve que il y a un certain moment où c'est très bien de dire il faut renforcer les protections, il faut des murs anti-drones, il faut se protéger. Oui, il faut bien sûr le faire, mais il y a un moment où quand même la question de la contre-attaque par rapport à cette multiplication d'incidents, et quand on parle de projets d'assassinat, quand même, on est plus que dans des incidents, on est plus dans une sorte de guerre hybride, hybride étant un terme souvent pour essayer d'euphémiser, si vous voulez, la gravité des faits. Il y a un moment où la contre-attaque, je dirais, la question de la contre-attaque se pose directement. Thomas, vous avez des informations sur ce projet d'assassinat? Oui, tout à fait. Il visait Stefan Thumann. C'est un chef d'entreprise allemand qui est à la tête d'une start-up bavaroise, Donaustahl. Et selon nos confrères allemands de Die Zeit, les tueurs du Kremlin étaient en train de préparer son assassinat contre le dirigeant de 39 ans. 2 suspects ont été arrêtés, une femme en provenance de Roumanie et un homme d'Ukraine, mais tous les regards se tournent directement vers le Kremlin, dont on sait qu'il est couramment habitué à s'en prendre principalement à ses opposants, Alexei Navalny, Anna Politkovskaya ou encore Sergei Skripal. Mais là, cette fois-ci, c'est donc un dirigeant d'une entreprise qui fabrique des drones utilisés par l'armée ukrainienne contre la Russie, des drones kamikazes, notamment portant le nom de Maus, capables de longuement survoler sa cible avant de s'abattre, capable également de transporter des grenades anti-chars ou bien des systèmes pour déjouer les pièges dans des tranchées. Initialement, l'entreprise Donaustahl servait à des équipements pour des tireurs sportifs, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, il a diversifié ses activités. Stefan Thumann a donc été placé sous protection policière en Allemagne, tant le niveau de menace était élevé. Et on sait qu'au moins un autre contractant de la défense allemande était également dans le collimateur des services russes. Le premier fabricant d'armes allemand, Rheinmetall, et son dirigeant Armin Paperger, qui a été au cœur de plusieurs complots russes pour tenter de l'éliminer, tant ses dirigeants sont devenus les bêtes noires du Kremlin. Merci beaucoup Thomas. Vincent Hugeux, on a une diversité des opérations de déstabilisation possibles. Oui, alors on observe que le drone, son irruption massive sur les théâtres d'opération, n'a pas seulement modifié la grammaire de la guerre sur le front,
mais aussi dans l'espace civil. C'est-à-dire que les responsables de la sécurité des grands aéroports européens doivent rebattre absolument toutes leurs cartes et concevoir d'autres dispositifs de protection. Un point, à mon sens, important sur ce fameux aéroport de Leipzig-Halle, puisque tel est son nom officiel. N'oublions pas que c'est une plateforme absolument essentielle pour l'OTAN dans l'acheminement de matériel civil et militaire vers l'Ukraine. Donc ce n'est pas non plus tellement fortuit comme choix de cible. Hélène a rappelé tout à l'heure ce colis qui avait pris feu, c'était en juillet 2024 dans un centre DHL, mais un peu plus d'un an plus tard, on l'a sans doute oublié, en septembre 2025, vous avez une ressortissante chinoise qui a été condamnée pour espionnage par la justice allemande parce qu'elle avait fourni à l'ancien collaborateur d'un député d'extrême droite local des informations sur les vols, cargaisons, passagers et notamment sur le contenu militaire ou civil de certains de ces avions cargo. Donc je veux dire, c'est une cible évidemment prioritaire pour ce type d'opération. Et on voit, Christine, c'est une cible donc presque facile, en tout cas il y a des failles de sécurité. Il y a d'autres cibles comme ça en dehors des aéroports, facilement atteignables par d'éventuelles attaques de drones. Il y en a beaucoup. Alors peut-être pour revenir aussi sur la prise de conscience de l'Allemagne, il y a eu des communiqués officiels, il y a de ça maintenant pas loin d'un an, pour mettre en garde la population contre le fait de pouvoir devenir des agents jetables. Si on vous propose de l'argent par rapport à, donc il y avait déjà cette prise de conscience-là. Alors c'est facilité en Allemagne aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent liquide, donc c'était beaucoup plus simple d'aller refaire des paiements en ayant une officine qui servait finalement de forme de blanchiment. Alors les drones vont être utilisés. Alors, on avait les survols, mais il faut voir aussi qu'un aéroport, à partir du moment où vous avez un drone non identifié qui le survole, qu'il soit armé ou pas, vous allez mettre en place des mesures de sécurité. Donc, plus rien ne décolle. Plus rien n'atterrit, plus rien ne décolle. Donc là, vous avez un coût, alors réputationnel, un coût financier qui est non négligeable également. Le fait de dire que on va pouvoir avoir ce type d'action, ça participe. Alors, on peut faire de la sémantique sur de l'information ou etc. Il y a une terminologie qui est en train de se structurer sur de la guerre cognitive. Pourquoi ? Parce qu'on va atteindre les cognitions, ce que vous savez, comment vous croyez. Certains même parlent de guerre ontologique, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin, la façon dont on envisage le monde, la façon dont on le conçoit, la façon dont on avance, ce qui me paraît plus approprié qu'après aller se battre sur influence des informations, et puis on n'a pas le temps de se battre là-dessus. Je pense qu'il faut avancer. Mais si vous voulez, et là j'imagine pas, mon métier c'est pas d'imaginer s'il y a des explosifs ou pas. Ce qui est évident, c'est que ça sert comme étant un outil de projection de puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le déni plausible de dire ce n'est pas moi, mais comme ça a été dit, qui d'autre pourrait être intéressé, vous pouvez faire craindre, ça rejoint ce que disait Maxime Audinet, que la Russie a la main sur toute manipulation et qu'elle peut téléguider vos cerveaux depuis très loin, qu'elle peut avoir la main sur absolument tout. Et ça participe aussi d'une capacité de projection de puissance à relatif bas coût et qui garde quand même beaucoup plus le volet menaçant d'être déployé. Quand vous faites de la projection de puissance sur le volet militaire ou que ce soit nucléaire, on espère quand même que ça ne sera pas déployé. On parle d'une norme de non-usage, même si le sujet pourrait revenir. Mais là, on est vraiment là-dedans. On est sur de la capacité de projection de puissance qu'on va pouvoir utiliser en ayant ce volet de déni plausible, qui est quelque chose que l'on voit depuis extrêmement longtemps. Sur les infrastructures, on voit bien que il y a un accent très fort qui est mis sur les infrastructures dites critiques en Ukraine par la Russie, système électrique, système d'eau, etc. Donc là, évidemment, c'est un véritable enjeu. Ce sont des structures, comme leur nom l'indique, critiques, qui sont déjà observées d'un point de vue cyber. Mais chez nous, dans nos pays, en France, en Allemagne, quels sont les sites sensibles comme les aéroports ? Vous pouvez avoir exactement ce même volet, donc tout ce qui va relever de l'infrastructure critique. Vous prenez les différentes catégories, les 4 catégories et puis les 13 sous-catégories des infrastructures critiques, qui sont celles qui sont estimées comme étant nécessaires à la survie d'un État, et vous les mettez comme étant des points d'intérêt pour ce genre de choses-là. Et puis peut-être un dernier point là-dessus aussi, c'est que sur les agents jetables et sur le déni plausible, ce que l'on a pu voir, et on l'a vu aussi beaucoup en Allemagne, c'est une stratégie qui vise à avoir des architectes d'un côté et des exécutants de l'autre. Et ça, on l'a avec notamment la radicalisation de groupes idéologiquement polarisés qui ont opéré une forme de montée en puissance sur ce qu'ils étaient capables de faire. On est passé pour faire couper dans les virages
d'activistes qui s'enchaînaient au mur d'un bâtiment à des gens qui sont capables de vous faire tomber 3 pylônes électriques. On n'est pas exactement sur le même niveau. Et comme vous avez une forme d'impunité, il n'y a pas de mort. Comme vous avez le déni plausible pour l'architecte, ça se déploie de plus en plus. Et il y a un intérêt commun qui va se mettre en œuvre, c'est que finalement, on a cassé les pylônes sur, par exemple, un centre industriel parce que on n'est pas dans cette lignée-là. Et puis quand vous regardez d'un peu plus près, dans le centre industriel, c'est pas de chance, vous allez avoir des structures de Rheinmetall. Donc vous avez plus d'alimentation électrique, donc vous avez plus de production, et donc vous affaiblissez la capacité de défense de l'Ukraine. Donc ça, c'est aussi quelque chose à voir, c'est qu'on a vraiment, sans faire de vilain jeu de mots, une approche de poupée russe qui est pensée comme telle. Colonel, sur les cibles. Alors, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans une guerre. Le fait que les Européens soient massivement derrière l'Ukraine provoque, je dirais, naturellement, structurellement, le fait que les Européens sont en première ligne. Et le problème, ce qu'on vit actuellement, c'est la prise de conscience du fait que les États européens sont en première ligne. Donc le problème, on dit c'est la guerre, mais il faut prendre des mesures. Il faut avoir un outil, il faut avoir une armée qui combat. Donc c'est pas une véritable guerre au sens militaire du terme, puisque là, on a les armées pour ça. Le problème, c'est guerre nouvelle, on est extrêmement mal à l'aise. Vous parliez tout à l'heure de la protection contre les drones, mais c'est un débat colossal. Je veux dire que l'Europe en parle en permanence, mais comment il faut investir des millions, des milliards d'euros? Pourquoi il faut des systèmes automatiques de radars, de détection, etc. Après, sur la guerre numérique, vous vous rendez compte de ce qu'il faut? Donc il faut inventer de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, c'est cette prise de conscience, et on est assez mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher. Quand on est endetté comme la France l'est aujourd'hui, c'est compliqué de dire on va rajouter je sais pas combien de milliards pour participer. Tout ça, c'est extrêmement difficile. Et les hommes politiques aujourd'hui sont mal à l'aise parce qu'ils vont expliquer à leur population que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont attaqués directement par un ennemi qui est ciblé, qui est la Russie, qui est en train de déstabiliser l'ensemble des démocraties. Quand Prigojine, en 2023, annonce officiellement qu'il a modifié la trajectoire de l'élection de Trump avec Madame Clinton, rappelez-vous, il a dit très concrètement, Wagner a été capable de le faire. Il l'a annoncé officiellement. C'est une déflagration en 2023. C'est les élections de 2016, je parle. Donc c'était rétroactif. Tout ça, ça fait qu'on est rentré dans un nouveau monde. Et là, encore une fois, c'est comme ça. Les Européens ont fait le choix de l'Ukraine. C'est un choix, je dirais, qui est matérialisé. On est allié avec l'Ukraine, mais il faut se préparer à combattre contre la Russie d'une façon. Nicolas. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a, effectivement, par rapport à ce que disait Pierre de Jong, il y a aussi tout un élément, je dirais, de la propagande russe qui est diffusée beaucoup, qui est de dire, regardez ce que vous faites, en aidant l'Ukraine, vous accroissez le risque pour les sociétés occidentales. Et je pense que ça, c'est un élément effectivement de propagande sur lequel un certain nombre de personnes jouent, y compris un certain nombre de partis politiques extrémistes, notamment. On pourrait retrouver les propos de tel ou tel de ces dirigeants qui disent, voilà, il faut peut-être arrêter parce que ça nous met en danger. Et vous voyez effectivement la perversité de la chose. Deuxième chose, très rapidement, à propos, je dirais, des projets d'attentats dont il a été question. Je rappellerai un épisode historique, c'est les années 80. Dans les années 80, vous avez eu la Stasi, donc d'Allemagne de l'Est, à l'époque, RDA, et notamment un officier traitant du KGB à Dresde, qui est quand même connu, il s'appelait Vladimir Poutine, qui ont aidé un mouvement qui s'appelle la Rote Armee Fraktion, ou Bande Bader, vous avez un mouvement terroriste allemand, et qui l'ont beaucoup aidé dans ces années-là à commettre des attentats sanglants, à l'époque, en Allemagne de l'Ouest. Donc ça, c'est important. Et dernier point, je dirais, sur la multiplication des risques d'attentats, je parlerai encore de la Pologne, chemin de fer. Vous avez eu une voie, heureusement sans dégâts et sans victimes, sur une voie de chemin de fer. Mais vous savez, même les cyberattaques contre des hôpitaux, contre des centres de signalisation routière ou ferroviaire, etc., ou contre le trafic, des centres de trafic aérien, de contrôle de trafic aérien, ça peut tuer aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une guerre, l'idée qu'on va avoir, on est resté dans une sorte de guerre sous le seuil et une guerre sans mort, je pense, est une illusion, et qu'il y a un certain moment où il faut quand même apprendre cette réalité, nous, Européens. C'est qu'on ne gagne pas une guerre en refusant de la faire. Nicolas Tenzer évoquait à l'instant l'hôpital. Et je pense qu'au-delà des réseaux de distribution d'eau, d'électricité, télécommunications, transport public, le domaine de la santé, sans accroître l'anxiété de nos téléspectateurs, il ne s'agit pas d'être anxiogène, mais le domaine de la santé est, à mon avis, une cible molle assez préoccupante. On sait très bien qu'il y a des réseaux de hackers qui pratiquent ce qu'on appelle le rançongiciel, c'est-à-dire qu'ils
impose à la direction de tel hôpital un chantage. Nous avons les données, etc. Nous pouvons perturber tous vos systèmes de fonctionnement. Si vous souhaitez ne pas vivre cette expérience déplaisante, eh bien vous nous versez telle somme. Mais ça peut aussi être un instrument de déstabilisation plus politique. On sait très bien à quel point nos sociétés sont sensibles à l'accès à la santé, etc. Si vous avez la capacité de perturber totalement un immense hôpital, par exemple, et que nous n'avons pas de riposte prête, eh ben c'est aussi une cible virtuelle, parce que les fameux hackers qui vont imposer un rançongiciel, ils peuvent très bien aussi se mettre au service ou être au service d'une entreprise, elle, de nature idéologique et politique. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de l'OTAN. Hélène, comment l'OTAN se prépare face à la menace russe? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Est-ce qu'il y a eu un électrochoc et comment l'OTAN se prépare? Écoutez, c'est un peu compliqué parce que l'OTAN, on sent qu'il y a quand même eu, je reprends ce moment où il y a eu beaucoup de survols des aéroports, on a senti plutôt une forme d'étonnement et de malaise en fait au sein des pays de l'OTAN. Alors, je pense aussi à toutes les provocations qu'il peut y avoir, les tentatives de provocation des avions russes qui survolent telle ou telle zone. L'OTAN essaie d'organiser, en tout cas sur le plan militaire, une réponse coordonnée, c'est-à-dire essayer d'envoyer des moyens plus à l'est qui seraient capables de défendre en quelque sorte cette espèce de frontière avec l'est, avec la Russie. Mais on n'a pas le sentiment, en tout cas sur la question des drones, que pour l'instant on a trouvé une forme de parade. Donc pour l'instant l'OTAN est un peu démunie par rapport à ça. Et sur le plan militaire, colonel? Le problème, vous savez, la seule référence qu'on ait, c'est quoi? C'est la dernière réunion de l'OTAN à Ankara. C'était un show turc, évidemment, mais c'était aussi un show qui a matérialisé une espèce de désengagement américain. On est sur un cycle, quelque part, où les Américains vont se désengager progressivement. Alors, on connaît pas la barre, puisqu'aujourd'hui, il y a que 7000 soldats qui ont été rapatriés, mais en fait, l'OTAN, aujourd'hui, comme le disait le président Macron, l'OTAN est dans une situation de mort intellectuelle. Donc, c'est fini. Ce modèle est terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a compensé par quoi? On a compensé, en tout cas les Européens, par ce qu'on appelle la coalition des volontaires, qui est appelée, en fait, à compenser avec un appui potentiel des États-Unis, qui vont pas nous lâcher à 100%, mais on voit bien qu'il y a une espèce de transformation, de modification, encore une fois, de cette alliance. Elle est plus fonctionnelle, ça sert à rien, obligé de se dire, Trump, vous avez globalement, alors l'article 5, c'est qu'au sein de l'OTAN, fait que théoriquement, quand un des alliés de l'OTAN, des 32 alliés, est en difficulté, il peut faire appel aux 31 autres, et les autres sont tenus de l'aider. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'est pas sûr du tout que Trump accepte de nous aider de façon ou d'une autre. D'autant qu'il a des comptes à rendre. Rappelez-vous, depuis la guerre en Iran, le nombre de fois où le président Trump a été extrêmement difficile, extrêmement dur vis-à-vis de nous. Moi, je pense qu'il est en train de couper les ponts, considérant que les Européens n'ont pas existé. Alors, ils vont pas partir comme ça en 30 secondes. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, politiquement, c'est intéressant d'avoir une présence physique dans les États européens, donc ils vont pas lâcher leur base comme ça. Et puis deux, ils vendent énormément d'armement. Aujourd'hui, via l'Union européenne qui achète l'armement, ils achètent, et donc ils vendent de l'armement aux Européens. Donc, encore une fois, le veau d'or, on va pas le tuer tout de suite. Mais encore une fois, aujourd'hui, on peut pas considérer que l'OTAN soit un système fiable à 100%. Ça existe, c'est une structure d'organisation, mais l'OTAN, n'oublions pas, c'est mon dernier point, n'est pas une armée. L'OTAN, c'est un système de commandement qui vise à agglomérer toute une série d'armées. Mais ce n'est pas une armée en tant que telle. Donc, encore une fois, ne comptons pas là-dessus. Le fait que les Européens prennent eux-mêmes en compte le fait de leur défense avec une coalition des volontaires, avec un pilier européen de défense, etc., c'est une bonne option. Il faut aller vers là. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est endetté jusque-là. Et malheureusement, ce désengagement américain a provoqué quelque chose d'incroyable, cette espèce de scission européenne. Vous avez l'Allemagne qui joue sa propre carte avec des investissements colossaux qu'elle met en place dans leur défense, 110 milliards d'euros par an. Et les Français, nous, endettés jusque-là, on n'arrive pas à suivre. On est sur un modèle à 60 milliards. Sachant que chez nous, pour nous, 60 milliards, vous avez 20% consacrés au nucléaire. Donc tout ça, ça va créer des dichotomies, des différences
ingérences entre les armées qui sont pas favorables, encore une fois, à une espèce de cohésion globale par rapport à un adversaire, à un ennemi, on peut dire ça comme ça, qui est russe et qui est quand même très, très structuré. Et en fait, c'est Poutine dit toujours une chose, la guerre froide, on n'a pas perdu la guerre froide parce que la guerre froide n'est pas terminée. C'est une phrase de Poutine. Donc il est sur un modèle extrêmement offensif, extrêmement dur. Il va mener la guerre. Il n'arrêtera pas ce conflit en Ukraine. Donc nous, Européens, on a une vraie problématique, encore une fois, de réponse à cette action, je dirais, qui est quand même relativement dure et pour laquelle c'est moins qu'on puisse dire, on n'était pas du tout préparé. Et avec une menace russe qui est ressentie encore plus fortement à l'est de l'Europe, Nicolas. Oui, bien sûr. Et bien, je dirais, mais je pense que c'est ressenti, heureusement, avec beaucoup de retard, heureusement maintenant à l'ouest. Mais effectivement, c'est ressenti à l'est. Mais il y a quand même, je dirais, dans le cadre de l'OTAN, un certain nombre de missions qui sont importantes. L'OTAN s'est quand même amélioré. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre de Jong sur le constat que les Américains, effectivement, si l'Estonie, par exemple, est attaquée, n'enverront pas de troupes conventionnelles, puisque c'est comme cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dissuasion nucléaire, évidemment, sur ce genre de choses. En revanche, il y a quand même une amélioration opérationnelle. Je dirais, aujourd'hui, on a quand même des missions très importantes, notamment d'ailleurs des troupes françaises, dans les pays, effectivement, de l'Europe centrale et orientale. On en a en Estonie, on en a eu en Roumanie, et ça, c'est quelque chose qui renforce. Et l'OTAN reste aujourd'hui attractif. Maintenant, il y avait la question décisive qui était posée, rappelez-vous, par Friedrich Merz, le chancelier allemand, juste après son élection. Comment imaginer un jour, probablement, une OTAN, et il ne parlait pas de défense européenne, sans les Américains. Et aujourd'hui, je pense que c'est la seule voie à suivre. Je ne sais pas comment elle sera possible, comment elle viendra, politiquement, économiquement, financièrement et opérationnellement, parce que derrière vous avez toute une série de systèmes de commandement, y compris de communication intégrés dans le cadre de l'OTAN, mais ce sera une voie qui sera absolument indispensable. Christine. Oui, juste un point peut-être. Russie est extrêmement structurée. Calmons-nous et modulons. On est quand même sur une armée qui était censée être la plus grande armée du monde, qui se heurte sur l'Ukraine depuis un certain temps. On est sur une structure structurée, certes, mais hiératique et gangrénée par une corruption qui ne l'aide pas, où on a eu une centralisation autour du pouvoir qui fait que, par exemple, ça a participé à limiter la capacité d'innovation. Donc là encore, attention aussi à la façon dont le perçoit, dont on va avoir cette projection d'une forme d'omnipotence et d'omnipuissance qui est pas forcément celle que l'on voit sur la réalité du terrain. Donc là aussi, je pense que faut pas non plus confondre structure et rigidité dans un certain coin, dans une certaine mesure, et ne pas non plus le voir comme étant quelque part un dragon inabordable, inaccessible, etc. Et ce qui participerait d'ailleurs à rentrer dans cette espèce de discours de dissuasion que la Russie pousse et mène depuis un certain temps. Donc il y a une structure, oui, il y a un système hiératique qui est difficile, on a des guerres intestines qui sont complexes, on a y compris des guerres entre les services qui fonctionnent pas forcément aussi bien que ça, et quelque part heureusement. Le FSB et le GRU par exemple sont les meilleurs ennemis que l'on puisse voir. On a un pouvoir qui s'est refermé sur lui-même au niveau du président Poutine, je parle sous l'œil avisé de mon voisin, mais qui participe aussi à avoir quand même une forme de tension entre les trois piliers qui étaient les piliers qui soutenaient le pouvoir préalablement, l'administration régionale que l'on avait, le système oligarchique qui paye un prix assez fort de la guerre en Ukraine en devant la porter et en ayant été assez fortement secoué, et les armées, le pouvoir militaire qui lui aussi paye un prix assez fort, qui est assez secoué, notamment par toute la montée en puissance des sociétés militaires privées. Donc oui, il y a une structure. Est-ce que ça en fait un château quasiment ce que l'on nous vend, une espèce de forteresse inatteignable? C'est pas si certain que ça, parce que c'est à peu près comme le Capricorne qui mange l'arbre de l'intérieur, si vous voulez. Il y a quand même des problèmes endémiques, structuraux, qui ne sont à ne pas sous-estimer et qui sont justement à prendre en compte dans un calcul beaucoup plus global. Alors, je voudrais maintenant. Très important, le problème par rapport à ça, c'est que la Russie a réussi un point incroyable, c'est d'être aidée par la Chine. La force politique de Poutine, ça va créer une relation entre Moscou et Pékin. Et ça, c'est incroyable. Donc pour nous, Européens, c'est un choc énorme. On n'arrive pas à lutter contre ça. Et je ne parle pas du Sud global et du discours sur les valeurs. Donc c'est vrai qu'ils ont des problèmes militaires, mais au-delà de tout ça, ils sont fabuleux. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir une guerre dans laquelle il y a en gros 1 million de morts et de blessés. C'est énorme. Et ils le font et ils iront jusqu'au bout du processus. Donc tout ça fait que je préfère encore une fois majorer mon ennemi plutôt que de le minorer. Vincent ? Dans un rapport de force intensément conflictuel, ce qui importe, c'est moins votre capacité opérationnelle que la crainte que vous inspirez. En dépit, justement, de toutes les failles qui viennent d'être décrites avec précision. J'ai l'intérêt de les souligner.
Oui, et donc ça dit beaucoup aussi de notre perception d'occidentaux. Est-ce que oui ou non, on se laisse balader par les menaces récurrentes, très souvent on le sait depuis 4 ans, quand sur le front l'armée russe s'est heurtée à une résistance inattendue, quand elle n'a pas réussi à convaincre les Occidentaux de renoncer à la livraison de tel type d'armement de pointe, on a brandi un peu de manière pavlovienne, c'est le moment de le dire, la menace nucléaire par exemple. Bon, est-ce qu'on se laisse impressionner par ce type de rodomontade ou pas? Mais je n'exclus pas qu'un jour vous aurez à Bruxelles, sur une place centrale, 2 statues dorées à la feuille d'or, l'une à l'effigie de Vladimir Poutine, l'autre à celle de Donald Trump. Parce que si les choses se passent bien, et là je vais passer à la dystopie, à l'utopie, si les choses se passent bien, eh bien à leur grand dépit, les 2 personnages que je viens de citer, Trump et Poutine, auront considérablement contribué à réveiller ce qui devait l'être au sein de nos sociétés, et au sein de nos états-majors et de nos élites politiques. Nicolas Tenzer, je vous voulais acquiescer. Je pense que, d'abord, il ne faut pas se laisser intimider, que toutes les lignes rouges, encore une fois, que Poutine a cherché à nous imposer, nous faire croire à son récit, il faut les pulvériser. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a un exemple très concret. Vous voyez aujourd'hui l'Ukraine qui, encore, toujours, est attaquée de plus en plus par des missiles. Quand est-ce que nous allons décider nous-mêmes d'agir, ne serait-ce qu'en fermant le ciel ukrainien dans le cadre de l'initiative Sky Shield, c'est-à-dire la protection du ciel ukrainien, où on va être capable de viser en tout cas des missiles directement, avec nos forces, avec nos armées, plutôt que de dire on soutient l'Ukraine et on est dans ce cas-là dans la coalition de la parole et la coalition des bons sentiments. On n'est pas dans ce cas-là dans le cadre de la coalition véritablement de l'action. Et je crois que c'est ça qui aujourd'hui est absolument déterminant. Dernier point, la Russie n'a pas réussi une alliance avec la Chine, elle a réussi une dépendance avec la Chine. Les mots ont un poids, ça n'est exactement pas du tout la même chose. Le jour où Vladimir Poutine s'est calmé sur la puissance nucléaire, c'est quand un certain Xi Jinping est venu lui taper sur l'épaule en disant que c'était bien gentil, mais que ça excitait le business. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Merci à tous les 5 de m'avoir accompagné. On n'en sait rien, nous dit le colonel. Merci beaucoup.